Salut les gars, salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire, je suis quelqu'un qui kiffe les podcasts. Ça fait un petit moment que je voulais me décider pour en lancer un. J'ai acheté un micro, j'ai fait un petit peu tout ce qu'il fallait faire pour essayer de le lancer et je ne l'ai jamais lancé. Et ces 2 derniers jours, on accueille à la maison avec ma compagne Mallory 2 super mecs et 2 super investisseurs qui sont Tony d'une vie de liberté et Yann de Yalfa Imo. Et du coup, pour la petite histoire, aujourd'hui on était en train de discuter sur justement les podcasts et ma compagne Mallory m'a balancé et en fait a dit tout ce que je pensais tout bas, que j'adorais les podcasts, que j'aimerais bien me lancer un jour. Et là, les 2, là, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont dit « Ouais, mais vas-y, pourquoi tu fais pas le podcast maintenant ? De toute façon, t'as pas le choix, maintenant tu vas le faire. » Et là, j'ai été pris au coup, mais de toute façon, ils ont raison, hein, ils ont totalement raison, parce que de toute façon, si je me lance pas, je me lancerai jamais, quoi. Donc voilà pour la petite anecdote et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, il est très précisément minuit 37 et le podcast va sortir dans 9h30 sur ma chaîne Robin Daniel. Non, sur mesure, by Robin Daniel, pardon. Ouais. Excusez-moi, je m'en voulais pas, ça, on a tout fait un one shot, comme dirait Yann, là dans le quart d'heure. Donc, voilà. Et ça sortira ? Et ça sortira du coup dans 9h30. Ok, et après, comment ? Parce que ça, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu vas le rendre hebdomadaire ? Est-ce que tu le fais Alors, on va le faire tous les 15 jours. Ouais, super. Et en fait, ça va être un podcast qui aura pour but en fait d'interviewer des gens que j'admire, qui m'ont vachement inspiré. Ouais. Du coup, que voilà, c'est top. Voilà. C'est top. Alors, okay. Est-ce que tu es content de faire ça ? Ouais. Bon, ben voilà. Je suis hyper content. Écoutez, on va essayer de faire au mieux, mais ouais. En tant que podcasteur, parce que maintenant, au début, je ne disais pas trop. Maintenant, je peux dire que je suis un peu podcasteur quand même. Ça se voit. T'as une banane là, juste d'enregistrer ça. Il a un sourire, si vous pouviez le voir, mais vous l'entendez dans sa voix. Et tu fais plaisir à voir. Donc c'est bien. C'est un grand plaisir pour nous. C'est un grand plaisir pour nous. Et on est un peu vache avec toi parce que on t'a vraiment poussé dans tes retranchements pour exactement. Que tu passes à l'action. Mais vache avec beaucoup de bienveillance parce que c'est chouette que tu le fasses. Et on est absolument très ravis d'être les premiers à passer dans ce podcast sur mesure. C'est un premier podcast à minuit et demi. C'est incroyable, mec. C'est carrément incroyable, mec. On l'a jamais fait. Minuit et demi, on l'a jamais fait. On n'a jamais monté une chaîne YouTube aussi vite. Mm-hmm. Et c'est top. Ouais. Maintenant, longue vie à cette chaîne YouTube. Donc, merci de nous recevoir. Mais merci à vous, les gars. Merci à vous. Je suis en tout cas très content et très, très honoreux de vous avoir en tant que premier invité dans ce podcast. Donc, du coup, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler un peu de votre parcours, c'est-à-dire individuellement. Donc on va commencer par toi, Tony, puis Yann. Et enfin, j'aurai 2-3 questions un peu. On continuera l'interview un peu comme ça. C'est un peu voilà, un one shot. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Tony et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Yann, ils ont un podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, qui est hyper inspirant et hyper intéressant avec beaucoup de valeur gratos. Tony, on peut te retrouver toi sur ta page Instagram Une Vie de Liberté. C'est ça. Tu as aussi un podcast individuellement qui s'appelle du coup lui aussi Une Vie de Liberté. Tout à fait. Et Yann, on peut te retrouver toi sur Instagram sous le nom de Yalfa Imo. Yalfa Imo. Ouais. Ok. Tout simplement. Super. Alors, allez, c'est parti. On va commencer par toi, Tony, un peu ton parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à là où tu en es aujourd'hui ? Bon, on va pas. Ouais, bien sûr, mais voilà. Je peux t'en parler. Je peux t'en parler longuement. En fait, ce que j'aimerais bien dans ce podcast, c'est vraiment les galères du début et où est-ce qu'on peut arriver en ayant vraiment bien galéré. Et en ayant vraiment voulu, quoi. Alors tu vois, aujourd'hui dans mon podcast, dans Une Vie de Liberté,
je commence toujours mes intros par un petit peu ce même gimmick où je dis que dans ce podcast, j'essaye d'enseigner aux gens à être libres dans les poches, puisque je parle beaucoup d'indépendance financière, et aussi libre dans la tête, je parle beaucoup de mindset, parce que si on n'est pas libre dans la tête, c'est compliqué d'être libre tout court. Et pour moi, c'était compliqué d'être libre tout court, parce que j'avais du mal à être libre dans ma tête. Alors pour peut-être plein de raisons, tu vois, d'éducation, de l'enfance, peut-être un manque de confiance en soi au départ, qui ont fait que j'étais un très bon élève, j'ai bien suivi le chemin, tu vois, un peu comme un bon petit mouton, de gravir tous les échelons, aller le plus longtemps possible à l'école. Du coup, j'ai eu un diplôme d'ingénieur. Et puis après, j'ai suivi la voie, tu vois, d'envoyer des CV comme tout le monde pour décrocher un premier job dans une usine. Puis j'ai commencé à découvrir la première carotte un peu, tu vois. Alors pas la carotte qu'on te met devant, tu vois, plutôt celle qu'on te met derrière. Ouais, d'accord. Et de me dire donc cette première carotte. Que tu vois, j'avais fait un diplôme, j'avais fait 5 ans d'études. Pendant mes études, on me répétait que j'étais, tu vois, pas l'élite de la nation, mais presque. Quoi. Mais presque. Et pour te retrouver derrière une machine-outil, à régler des machines et à pas voir le soleil, je me suis rendu compte qu'il y a un premier truc qui clochait. Et comme je viens d'une famille d'entrepreneurs, tu vois, mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, mon père était entrepreneur de travaux publics, je voulais pas suivre cette voie-là, j'avais envie de faire mon propre chemin. Mais au bout d'un an où je voyais que je butais dans cette usine, un jour j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'entreprise familiale en reprenant une société de travaux publics. D'accord. Et j'ai dirigé cette société pendant 12 ans, où j'avais à peu près 35 salariés en moyenne. Donc là, on est en quelle année là à partir du moment où tu te retrouves à l'usine, tu vois, j'ai eu mon diplôme. Que ta vie vraiment, tu te dis, mais c'est vraiment pas. Tu vois, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2007, en 2005, pardon. En 2000. Alors, je suis parti vivre 1 an en Écosse. Quand je suis revenu, j'ai attaqué de travailler. J'ai fait 1 an en usine. Et en 2007, j'ai pris la direction de cette entreprise où au début, justement, ça se passait plutôt bien, un boulot de fou. Tu vois, j'étais content de moi. Je faisais 60 heures par semaine. J'avais l'impression que ma place, elle était là. Et petit à petit, je me suis rendu compte de la rat race, de ce que c'était. De voir que, certes, j'arrive à gagner correctement ma vie. Je te coupe. Ouais, la rat race, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme. Avec le mot. Alors, c'est un mot qui peut paraître un peu péjoratif, dit comme ça, mais c'est Robert Kiyosaki qui l'a popularisé. Il y avait une chanson de Bob Marley qui s'appelait comme ça d'ailleurs. Dans son livre, Père riche, Père pauvre. Voilà, et Kiyosaki l'a popularisé dans son livre Père riche, Père pauvre. C'est un peu la roue du hamster, si tu veux. C'est métro, boulot, dodo. Voilà. Tu montes dans ta roue et tu tournes et tu tournes et tu tournes. Et ça se répète, ça se répète. Voilà. Et moi, j'ai l'impression de passer mon temps comme ça, à courir dans ma roue de hamster. Je gagnais bien ma vie, mais j'avais pas le temps de le dépenser. Et puis, avec le temps, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie. J'ai fait un burn-out, puis un deuxième. Je me suis séparé. J'ai eu des ennuis de santé. Je conduisais énormément en voiture. Je faisais quasiment entre 90 et 100 000 km par an. Et j'ai eu des hernies cervicales à force d'avoir une mauvaise position qui m'ont bien embêté en même temps que j'ai fait mon burn-out. Et ça, c'était fin 2015, début 2016. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Donc de 2007 que tu es rentré dans l'entreprise à 2016, 9 ans. Ouais. Tu t'es vraiment rendu compte qu'il y avait un souci, que ça clochait, et que c'était pas ça la vie, quoi. C'est ça. Qu'il fallait que tu changes quelque chose. Je voyais que mes enfants grandissaient, je voyais que ça tournait par an et que j'avais besoin de bâtir une vie qui me ressemblait. Et c'est dans ces moments-là où c'est hyper difficile parce que tes proches comprennent pas, tout le monde te dit que c'est impossible. Et surtout que moi, j'étais déjà investisseur. J'étais investisseur immobilier depuis 2009 où j'ai acheté mon premier immeuble. J'ai fait construire une résidence secondaire que j'ai aménagée avec des appartements en 2011. J'ai fait un autre immeuble en 2012. Donc tout ce temps-là, j'étais quand même investisseur. Mais j'investissais pour ma retraite, si tu veux. Oui. On ne parlait pas de cash flow à l'époque. Tu vois, YouTube, en 2009, ça commençait à peine. On ne parlait pas de cash flow. Moi, j'investissais. Je regardais que loyer égal crédit, tu vois, comme tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire maintenant dans notre podcast. Et en fait, en 2016, quand j'ai découvert ce monde-là de l'indépendance financière, donc avec Robert Kiyosaki, avec Père riche, Père pauvre, avec Cédric Anissette, avec un peu toute cette culture d'indépendance financière, je me suis rendu compte que c'était à ma portée, que j'avais déjà fait une partie du chemin, mais je ne le voyais pas. Puis j'ai réorganisé mes premiers crédits, j'ai arbitré des biens, et là, j'ai dégagé tout de suite beaucoup de cash flow. J'ai commencé d'investir en bourse, et en 3 ans, du coup, j'ai pu quitter mon job et vivre de mes investissements. Donc en 2016, burn-out, ouais. hernie cervicale. Ouais.
quittes ton boulot. Je quitte mon boulot fin 2018, si tu veux. Fin 2018. Ouais. Donc 2016. Burnout, hernie cervicale. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Tu remets toutes les pendules à l'heure. Ouais. Et 2018. Ouais, fin 2018. Fin 2018. 21 décembre. Tu quittes ton boulot. C'est ça. Ok. C'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, depuis, je vide mes investissements. Ok. Je vide mon immobilier, de mes placements financiers. Et puis aujourd'hui, j'anime les 2 podcasts, comme tu as dit, Une vie de liberté. Où je parle beaucoup plus de mindset, aussi de la culture de l'indépendance financière. Mais puis tu vois, de philosophie. Pourtant, j'ai eu 7 ans au bac en philo, j'étais nul. On m'a toujours raconté que j'étais nul. Je me suis découvert une passion pour la philo il y a quelques années, tu vois. Et bien entendu, les gentlemen investisseurs avec mon cher acolyte. D'accord. Super. Donc, entre le moment où tu es au lycée, on a envie de te mettre dans une case, tu comprends que ça va pas, tu comprends qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu sors de ton école d'ingénieur, ouais. Tu commences à travailler. Et le moment où vraiment tu te dis je vais arrêter, je vais construire mon indépendance financière, ouais. Ça prend combien de temps réellement dans ta tête? En fait, si tu veux, ça prend hyper longtemps. C'est Tony Robbins qui dit ça. Il dit qu'une décision, elle se prend en une fraction de seconde, mais le moment dont tu as besoin pour prendre une décision, ce processus-là, il est hyper long. En vrai, la décision de quitter la rat race et de quitter mon job, j'ai eu un déclic, hein. Elle m'a pas pris longtemps à prendre. Ça s'est fait en 5 minutes. Par contre, le processus qui m'a fallu... Le processus, c'est long. Voilà, pour comprendre que c'était possible, que c'était à ma portée, que j'avais déjà fait une grosse partie du chemin sans le savoir, qu'en arbitrant d'autres biens, qu'en voyant les choses différemment, je pouvais y arriver. C'est toujours une question de point de vue. Voilà, c'est toujours il faut toujours... Tu as pris du recul en fait sur ta situation. Tu as vraiment analysé tout le patrimoine que tu... Je te dirais même que j'ai changé ma perception des choses, tu vois, pour utiliser un terme qui est proche de la PNL, parce que j'ai passé pas mal de temps à faire de la PNL ces derniers temps. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ma vie, elle était là, elle n'avait pas changé, quoi. Enfin, entre la veille et le lendemain, mon patrimoine, ce que j'avais bâti, tout était toujours là. C'est juste mon regard sur tout ce que j'avais fait qui a changé. Je me suis offert une autre perception. J'ai pris de la hauteur, j'ai fait un pas de côté, tu vois, on peut dire toutes les façons dont on veut, mais c'est vraiment ça que j'ai fait. Me dire, en fait, tel bien, je peux l'arbitrer, mais en fait, ce crédit, si je veux, je peux le renégocier. Mais attends, en fait, la bourse, ça rapporte 10% par an. Tu vois, toutes ces choses-là. Et là, de fil en aiguille, tu t'es aperçu que oui, tu allais pouvoir réellement vivre de tes investissements, être indépendant financièrement, quitter la rat race. C'est ça. Et vraiment, t'as bien allé faire sens, quoi. Ouais. Ok, super. Et tu donc, vois... 2018, ouais. Tu quittes ton taf. Ça y est, t'es indépendant financièrement. Ouais. Tu vis tes investissements. Aujourd'hui, on est en 2021. Quels sont tes objectifs pour dans 10 ans? Alors tu vois, je vais avoir 39 ans à la fin de l'année. Dans 10 ans, j'aurai du coup quasiment 50 ans. Alors j'ai des objectifs financiers. Mais, pardon, je te coupe. Ouais. Parce que ma question, elle est telle que maintenant que tu atteins cette indépendance financière, cette liberté de penser, cette liberté de mouvement, cette liberté financière, est-ce que tu as toujours des objectifs? Bien sûr. Et comment tu fais pour en avoir tout le temps? Ouais. Et est-ce que tu arrives à vraiment te projeter sur la durée, maintenant que tu as quand même fait beaucoup de travail, quoi. Alors, je vais te faire une réponse que j'aurais pas pu te faire il y a 6 mois. Et on en a un petit peu parlé ces 2 jours où j'étais là. C'est que, tu vois, en 2016, mon rêve, c'était quitter la rat race, quitter mon job, vivre de mes investissements. Et en fait, quand je l'ai fait, j'ai mis quasiment 1 an pour me rendre compte que je l'avais vraiment fait, que c'était réel. Parce que quand j'ai quitté mon job, je me suis rapidement mis à monter ma nouvelle société, à avancer et à me refixer des nouveaux objectifs. Pour, tu vois, peut-être une peur du vide ou une fuite encore. Et quand j'ai pu monter ces premiers business, donc ma société de lotissement, où je fais du marchand de biens, j'ai rapidement été bloqué par les banques parce qu'elles me demandaient de finir mes premiers projets. Et là, je me suis retrouvé avec un peu rien à faire, quoi.
Donc, j'ai monté les podcasts. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'avais atteint tous mes objectifs. Tous ceux que je m'étais fixés, je les avais atteints. Et en fait, j'étais un peu arrivé au sommet de ma montagne. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des montagnes beaucoup plus hautes. Mais moi, j'étais arrivé au sommet de la mienne. Et assis sur ma montagne, je me suis dit, en fait, c'est que ça, quoi. Et j'avais perdu, tu vois, ma capacité de rêver, en fait. Et cette capacité de rêver-là, j'ai réussi à la retrouver grâce à la PNL. Et donc, il y a 6 mois, je t'aurais peut-être fait une réponse autre que celle-ci. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé c'est une capacité de rêver qui me donne envie d'avoir plein de nouveaux objectifs. D'accord. Okay, super. Donc, après, ça va être, tu vois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de voyages avec mes enfants, par exemple. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont 11 et bientôt 13 ans. Donc, c'est un âge où on peut faire plein de voyages. Donc, tu vois, j'espère que le Covid nous laissera tranquille pour que j'en fasse beaucoup. Mais c'est des objectifs comme ça. J'ai des objectifs aussi de me faire plaisir, tu vois, améliorer ma maison, tu vois, des choses comme ça. Et surtout, continuer de tout péter dans le business. D'accord. Waouh. Ben écoute, c'est super. Donc là, on parle... ce laps de temps, il a été de 3 ans, c'est ça ? Ouais. 2016 à 2018. Ouais. Tu as vraiment dit, ok. Donc en 3 ans, finalement, Alors, je peux pas te dire que j'ai quitté la rat race en 3 ans, ça serait te mentir. Ouais. J'avais attaqué, moi je dis toujours que j'ai mis 12 ans. Oui, tu l'as dit dans ta réponse. Voilà. Mais vraiment, à partir du moment où tu t'es dit, bon là, il va falloir que je fasse quelque chose. Ouais. Tu as mis tout en œuvre et tu... Ouais. Ok, super, cool. C'est vraiment des trucs justement qui m'inspirent et qui je pense doivent inspirer les gens. Parce que beaucoup trop de gens rêvent et s'arrêtent là en fait. Bien sûr. De rêver. Donc voilà, c'est pour ça aussi que des personnes comme vous qui sont hyper inspirantes, on en viendra à toi Eliane après, qui sont hyper inspirantes. Je voulais lancer ça parce qu'il faut vraiment le partager. Parce que d'accord, vous faites de l'investissement, vous faites des podcasts et tout ça, mais on parle jamais des personnes en elles-mêmes qui ont vraiment réussi et comment elles ont réussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Cool. Yann, à toi. Écoute. Robin. Je t'écoute. Alors à partir du moment où, voilà, ta galère, tu te dis, waouh, c'est chaud, il y a des trucs qui font pas sens, là c'est vraiment moi compliqué. J'ai eu la chance de ne pas galérer. Ma vie va falloir que ça change, c'est pas ça que je veux. Alors, ça ouais, mais ça tourne par où ? La vérité, c'est que j'ai pas eu autant au final à galérer que Tony. Donc, moi j'ai 37 ans, je suis un tout petit peu plus jeune, mais c'est très bien de le rappeler. Et en fait, je suis issu d'une famille de fonctionnaires avec tout ce que ça implique. Fonctionnaires, cheminots, syndicats, etc. D'accord. Donc, si tu veux, le monde entrepreneurial, c'est tout sauf bien. Après, j'ai eu un cursus scolaire qui était plus près du catastrophique que de l'ingénieur comme Tony. Bienvenue au club. Voilà. Et au final, maintenant, je le revendique. Je l'ai pas trop mal vécu. Bizarrement, en fait, pendant ma scolarité, je le vivais pas mal, mais par contre les gens s'efforçaient à me le faire mal vivre en fait, tu vois, c'est te le faire entendre et à te le faire voir. C'est là où est le paradoxe, c'est-à-dire que moi je savais que j'allais m'en sortir par la porte ou par la fenêtre et par contre tout le temps on venait m'attraper, tu sais, le pied. T'étais le vilain petit canard. Ouais, c'est même pas vraiment ça, tu sais, c'est au moment où tu passes la deuxième jambe au-dessus du portail, clac, on te retient le mollet en fait, tu vois. Et tu es obligé de mettre des grands coups de chiche pour pouvoir passer cette fameuse deuxième jambe. Tu vois, c'est plus sur cette image-là. Tu vois, t'es obligé tout le temps forcer, en fait. Voilà. Mais bon, basta. Donc, système scolaire comme il est, on est en France, donc bon, voilà, ça bouge pas. Donc, je bascule après sur... un bac pro commerce, je fais mes armes dans le commerce pendant près de 10 ans, un peu plus de 9 ans dans une société. Donc là on parle de quelle année ? Là ça démarre en 2004. 2004.
c'est peut-être 2003, mais 2003 ou 2004. Donc là, je me mets à travailler en fait, tout simplement. Et je rentre en tant que VRP dans une société qui vend des cuisines qui n'existent plus. Et là, c'est du grand cassage de bouche. Donc c'est de la force de vente pure et dure à l'américaine avec cassage de gueule tous les matins. Vent ou crève quoi. Vent ou crève, et tu fais bien de dire ça, puisqu'en fait on était payé exclusivement à la commission. On n'avait aucun fixe, aucun minimum garanti. À l'époque, c'était pas légal, mais ça passait encore. Aujourd'hui, ça l'est complètement. Illégal, pardon. Donc on était payé qu'à la com et effectivement il fallait vendre. Donc là je me retrouve à sillonner toute la France en faisant les foires de France. Voilà, j'avais la chance d'être pas trop mauvais en fait sur ce que je faisais. Ce que tu faisais. Donc je gagnais bien ma vie, voire très bien ma vie, voire très très bien ma vie en fait pour un salarié. Okay. Et ça m'a plus porté pendant des années. Et la question, c'est si tout n'avait pas fondu les plombs, est-ce que je n'y serais pas encore ? Tu vois, franchement, c'est pas improbable, puisque j'étais dans un moule et ce moule me correspondait. On était entre le côté mafieux, le côté donc, en fait, hyper communautaire. T'es en train de nous dire que si tout ça ne serait pas cassé la gueule, tu sais même pas si t'en serais là. Ah, je pense que j'y serais. D'accord. Je pense que j'y serai et je pense, très honnêtement, je pense que j'y serai et j'aurais pas pu prendre conscience en fait de plein de choses. Et ben oui, de tout ce qui a découlé. Donc en fait cette boîte, j'arrive haut, en tout cas à mon objectif dans cette boîte, donc directeur de magasin sur Annecy, et puis au final ça fond les plombs, donc j'ai à peine le temps d'arriver à Annecy que en fait je dois repartir en fait de chez moi. Enfin, repartir chez moi plutôt. Et en fait, il y a un dépôt national, un dépôt de bilan national. Donc là, il faut retourner au charbon et déposer des CV, etc. Donc 2000 2009, ouais, j'ai commencé. Ça doit être. Non, je dois me planter, ça doit être 2003. Tu vois, et on doit être. 2009. Non, on est à plus. On est 2011, quoi, tu vois, je crois qu'on est exactement décembre ou novembre 2010. Donc, tu vois, et je démarre en 2003. Donc, tu vois, c'est 7 ans. Donc, 7 ans, 7 ans de tu t'éclates, tu vends tu vends à la vie, à la mort, Ah oui, non, mais et là, tout s'écroule. Mais enfin, c'est même, si tu veux, c'est des choses qui sont même pas possibles à expliquer, en fait. On en a parlé des milliers de fois avec Tony, c'est... si tu veux, cette enseigne-là était plus importante à ce moment-là que mes parents, quoi. D'accord. C'est-à-dire, je pouvais te mettre une branlée dans la rue parce que tu parlais mal d'une enseigne. Tu vois, c'était... Et il y avait un effet vraiment extrêmement sectoriel. Il y avait un côté très communautaire, mais qui me convenait énormément, puisque t'es à l'école, t'es un peu le vilain petit canard, et là, t'as une famille, quoi. Tu vois, et en plus de ça, t'es le boss parce que tu t'exploses un peu tout, quoi. Ouais, donc, oui. Enfin, je m'en sortais bien. Donc là, tu retombes dans la vraie vie au final. Ouais. Tu vois, tu vas déposer les CV, etc. Et là, je m'aperçois que le monde de salariés, VRP ou commercial, appelle ça comme tu veux, et en vendant bien, t'es plus proche de 2005 que de 10 000. Donc là, en fait, c'est la désillusion, c'est la descente aux enfers. Enfin, tu vois, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Parce que bien sûr, c'est typiquement le type de boîte qui fait tout pour garder ses vendeurs au max. Donc en fait, à 22 ans, tu te retrouves avec une voiture à 50K, etc. Donc j'avais quand même, moi, une base de connaissances financières, et donc je savais qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Je me serais pas mis, tu vois, dans des situations catastrophiques, mais j'en rigole souvent. Tous les jours, je marchais avec 1500 € de stylo sur moi. Ouais, d'accord. Voilà, j'avais des Montblanc, j'avais 1500 € de stylo Montblanc, j'avais un Critérium à 400 €. Tu vois, j'avais un porte-carte, un portefeuille que j'ai toujours, cependant. J'avais un portefeuille à 300 €, tu vois. Donc j'allais péter de l'argent bêtement
mais en même temps, ça me faisait du bien et en plus, on m'encourageait à le faire. Ouais, donc, et tu te régalais, quoi, ça te convenait. Donc, je me régalais. Et à côté de ça, par mon éducation donc, gauchiste. Pardon, je te coupe. Donc, la boîte coule, tu vas redéposer des CV, tu rebosses. La boîte, ouais, exactement. Mais tu rebosses. Ouais, je rebosse et je rentre en fait dans une boîte de gestion de patrimoine, donc un assureur. Et là en fait, on me demande 9 fois plus de bagages, si tu veux. Donc, je me souviens, je passe 11 entretiens et le dernier entretien, c'est ma compagne de l'époque qui le passe. Tu vois, pour rentrer dans la boîte. Parce que en fait, on est l'élite, quoi. Tu vois, c'est une boîte d'assurance. Tu vois, c'est the boîte d'assurance. Donc en fait, les mecs, ils pensent qu'ils marchent sur l'eau, qu'ils multiplient le pain. Là, on est vraiment dans une très 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 grosse boîte. Et donc, pour moi, c'est des malades. C'est-à-dire qu'on te juge vraiment sur les oraux que tu passes, sur les 10 premiers entretiens, le dernier oral avec ta compagne, on demande à ta compagne ce que tu as lu, la dernière fois que tu as ouvert un livre, c'était quoi, machin. On fait des tests psychologiques, voilà. Et au final, ils sont vraiment, vraiment pas trompés, puisque j'ai vraiment cartonné. Je suis resté 3 semaines. Voilà, donc 11 entretiens pour à la fin, au final, au bout de 3 semaines, que je leur dise, écoutez, vous envoyez un mail pour vous dire que je vais faire pipi, c'est mort. Ouais. Voilà. Alors imagine s'il y avait eu le pass sanitaire à ce moment-là. Mais déjà, c'était trop pour moi. Et dans ma vie précédente, il y avait une chose que j'avais en moi, en fait, c'était vraiment l'épargne. C'est-à-dire, j'arrivais à mettre 300 € dans un portefeuille, mais sur 10 000, c'était pas énorme. Et du coup, il me restait 8 500 € que je pouvais épargner. Et ça pendant 9 ans. D'accord. Donc, en fait, ça a fondu les plombs. J'étais à l'âge que j'avais un capital devant moi qui était énormissime. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avais tellement à pleurer, si tu veux, que je me rendais même pas compte que j'avais mis ça de côté au final. Et donc là, après, je pars de cette société, je re-rentre dans une autre boîte où je vais revendre un produit qui est cette fois-ci de la véranda. Et là, l'histoire, ça dure 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je commence à percuter. Donc là, tu vas me dire, on est quand ? Et je vais te dire, j'en sais rien, mais on doit être en 2012. Ouais, c'est ça, 2012. Et là, en fait, je commence à prendre conscience, par l'âge, en fait, que tous les gens les plus riches, je suis très loin de l'immobilier, j'y suis pas du tout, mais tous les gens les plus riches ne sont pas à ma place. C'est-à-dire que en fait, c'est pas eux qui vendent, c'est eux qui embauchent des VRP pour vendre. Voilà. Et là, tu te dis, du coup, je suis pas du bon côté. Ouais, en tout cas, je me dis, si vraiment je veux faire de l'argent, je suis pas du bon côté. Donc, je vais tout de suite, je me dis, je veux monter une boîte, mais je sais même pas vraiment de quoi en fait, tu vois. Et en discutant avec des gens que j'avais dans mon ancienne boîte, dans la première. On part dans l'idée en fait de monter un magazine en presse gratuite. Donc là, toujours pareil, hyper paradoxal. Tu vois, tu sais à peine lire, je le dis sur le ton de la rigolade, mais c'est un peu ça. Tu sais à peine lire et en fait, tu dis je vais monter un magazine en presse gratuite, on va gérer des journalistes, des rédacteurs en chef. Ça fait rigoler des gens. Oui, certainement. Ouais. Et donc, superbe expérience, on se retrouve à gérer des comités de rédac tous les mardis, tu vois, le mardi matin, tu as des journalistes, enfin bref, expérience extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et donc moi, en même temps de tout ça, je m'occupe d'aller démarcher cette fois-ci du B2B, donc des pros, pour leur vendre de la pub et après envoyer ça à un graphiste qui va faire des encarts publicitaires, des tiers, des demi de page, des pages, des 4 de couve, voilà. Et ça fonctionne très bien, sauf que là, première désillusion entrepreneuriale due à l'association. C'est-à-dire qu'en fait, je m'aperçois que je me suis pas très bien associé, en tout cas qu'on met quelques bâtons dans les roues. Donc là, avant que tout parte en cahuète, je revends mes parts en fait. Et donc en fait, je repars 1 an et demi et avec la somme avec laquelle je suis arrivé. D'accord. Donc j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Et par contre, j'ai pris une expérience de fou furieux dans un domaine que je maîtrisais pas du tout. Donc ça, génial. Ouais.
Et là, du coup, solution de simplicité, je renégocie mon salaire de l'endroit dont je viens de partir dans le magasin de Vie et Véranda, où je suis parti avec une rupture conventionnelle. Donc je reviens en renégociant mon salaire. Okay. Et là, en fait, au fond de moi, ma compagne le sait à ce moment-là, enfin tout le monde le sait, sauf lui. Je sais en fait que je re-rentre dans cette boîte, mais juste pour l'alimentaire en fait. Voilà. C'est-à-dire que je vais repartir en tant qu'entrepreneur parce que j'ai goûté à la liberté en fait de m'organiser comme je veux. Et j'ai aussi goûté, je sais pas comment on peut appeler ça, Tony, mais j'ai goûté au fait de m'en prendre qu'à moi si ça ne fonctionne pas. D'être 100% responsable. Ouais, c'est ça, d'être 100% responsable. Et ça t'allait très bien. Et ça m'allait très très bien. Et donc là, nous sommes en 2015. Et là, je vais fouiller, broder, tourner, virer, tu sais, enfin... Chercher, creuser. Non, pas creuser. Pas du tout creuser, mais tu vois, je vais rencontrer des clients qui me payent des vérandas 140 000 €. Et en fait, ma première question, c'est pourquoi autant? Comment? Et puis là, on me donne un premier, ce monsieur, je m'en souviendrai, quoi. Tu vois, je m'en souviendrai vraiment. Il me dit, avec la bourse, monsieur. Ouais. Tu vois, et je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que la bourse, c'est vague, tu vois. C'est vague, ouais. Ça veut rien dire, moi à cette époque ça veut absolument rien dire. Novices, ouais, voilà, et ce monsieur me dit ouvrez un PEA, tu vois, on le dit aujourd'hui dans les podcasts, et il me dit ouvrez un PEA pour prendre date, et je comprends même pas ce que ça veut dire. Tu comprends même pas. Et donc je vais à la banque. Je te rassure, à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours pareil, on dit bourse, oui. On dit ouvre un PEA, les gens c'est de suite waouh. Ouais. Tu es trader, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, je vais à la banque, je dis à ma conseillère, que j'ai toujours aujourd'hui, voilà, je vais ouvrir un PEA. Elle me dit pourquoi. Et je dis, parce qu'il y a un client qui m'a dit qu'il fallait prendre date. Elle te pose quand même la question pourquoi. Ouais, mais gentiment, tu vois. Donc, j'ouvre un PEA, je me fais ouvrir en deux sur les frais. Enfin, bref, j'ouvre un PEA. Et en discutant avec un ami de très longue date et aujourd'hui associé, il me dit, écoute, peut-être faire de l'immobilier, tu vois. Et moi, l'immobilier, à ce moment-là, c'est agent immobilier, tu vois. Donc, moi, je raisonne agent immobilier. Pourquoi pas être à mon compte en tant qu'agent, tu vois. Donc, l'immobilier part de là, quoi. L'immobilier, alors lui, il me parle d'investissement. Moi, à ce moment, je comprends qu'il me dit, va chez Capifrance, quoi. Tu vois. Donc, quiproquo. Et puis, ça dure 20 minutes. Et puis, au bout de 45, il me dit, non, mais achète de la pierre, en fait. Et tu pourras te créer un capital pour partir un jour de ton boulot. Et en fait, ça, c'est à horizon, si tu veux. Au moment où il me dit ça, c'est à horizon 20 piges. Ou 15 piges, quoi. Tu vois. Donc, on est en quelle année? Là, on est en 2000. Ouais, c'est ça, c'est 2015 et demi, quoi. Peut-être 2016, tu vois. Et donc dans ma tête, je vais me servir du capital que j'ai coffré pour pouvoir acheter. Enfin, le truc qu'on m'a toujours inculqué au final. Et là, j'ai la chance par contre que Ludo, donc mon associé, me dise, non, en fait, quand tu investis dans l'immobilier, c'est l'inverse. À ce moment-là, je suis propriétaire de ma RP. Ok. Je suis propriétaire, pas propriétaire accédant. Donc ça m'aide aussi, je suis propriétaire de ma RP. Donc ça te parle quand même un peu l'immobilier. Oui, sauf que propriétaire accédant, tu prends un crédit, moi je suis propriétaire, c'est-à-dire que ma maison, je l'ai pratiquement payée cash. Et donc en fait, je suis parti, si tu veux, mentalement, dans exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Je vais l'acheter, et là en fait, il m'explique en fait, sans me dire que c'est l'effet de levier, mais en fait, il m'explique l'effet de levier bancaire. Donc, il m'explique ça. Donc, je trouve ça génial. Limite, la mariée est trop belle, tu vois. Ouais. Et donc, là, je me dis, cette fois-ci, avant même de faire quoi que ce soit, je vais pas me refaire baiser. C'est-à-dire, je l'ai fait une fois, je vais pas recommencer. Donc, je m'entoure d'un conseil qui saura justement me conseiller et qui saura en fait ce que je ne sais pas et qui me dira là il faut pas faire et là il faut faire. Donc là ma mission c'est de trouver le meilleur expert comptable de la région où je suis, le meilleur avocat fiscaliste pour monter des statuts béton de je ne sais pas encore quoi et trouver une notaire puisque immobilier, enfin donc un notaire.
tu te blindes. Tu te dis, en fait, je me blinde, mais bête. On va partir dans ça, mais je veux pas me faire niquer. Et ben oui, du coup, ça y est, c'est déjà fait. Tu vois, bien m'entourer, ouais. J'ai essuyé les plâtres une première fois, donc je vais pas recommencer la même bêtise en fait, sans même savoir vraiment ce que je fais. Et de fil en aiguille, on va essayer de faire synthétiser. De fil en aiguille, en fait, on trouve quelqu'un enfin, je tombe sur un vendeur en fait, voilà. D'un immeuble, et puis en fait en discutant, ce monsieur d'un certain âge, je sais pas, il doit peut-être qu'il est même plus en vie, mais à l'époque il a 85 ans, et ce monsieur il me dit mais en fait j'ai pas un immeuble, j'en ai 2. Voilà, et donc je dis ok, très bien, et donc bête et méchant comme dit Tony tout à l'heure, sans YouTube, sans tout ça. Quand il te parle de l'immeuble, c'est pour les vendre là, c'est pour... Oui, en fait donc il vendait pas un mais 2 immeubles. Voilà, en gros Ludo avait eu parce que lui il est ingénieur patrimonial, donc par sa profession avait eu un tips en fait en off market, et il savait qu'il y avait un immeuble qui se vendait à tel endroit, et en fait quand je rencontre moi le monsieur, le propriétaire, il me dit mais en fait j'ai pas un immeuble, j'en ai 2, et moi fleur au fusil, c'est-à-dire que ok, combien les 2, 700 000 euros, ok, et là je fais un truc hyper bête, hyper simple. Enfin, je vais à la banque, quoi, en fait. Ouais. Je me pose pas 100 000 questions, je vais à la banque me dit ok, on vous finance, ok, sur 20 ans, terminé. Oui, ok. J'achète le bien. Non, je retourne voir l'avocat fiscaliste me dit ok, vous pouvez acheter comme ça, vous pouvez acheter comme ça, vous pouvez acheter comme ça. Ok. Il y a tout de suite 10 lots, donc il me dit ça sert à rien d'acheter en nom propre parce que ça va peut-être évoluer mais on ne sait pas sur quoi, donc autant acheter en société, surtout qu'aujourd'hui vous êtes encore dans votre travail, enfin tu vois. Et ils me disent il faut monter une SASU, donc je monte une SASU, on part sur 20 ans, j'ai le prêt avec ma banque historique, moi c'est easy quoi, c'est vraiment easy. Et où les emmerdes commencent en fait, c'est 3 mois après, donc là on est en 2017. Et les emmerdes commencent au moment où je m'aperçois que l'ancien propriétaire m'a cheaté un petit peu les comptes, dans le sens où il y a un locataire qui ne paye pas depuis 2 mois. Voilà. Et il ne paye pas un loyer de 340 euros. Et lui, il sous-loue en fait via des plateformes type Airbnb pour prendre 900 euros. Ouais. Donc il ne paye pas, mais en plus, il me roule vraiment dans la farine, quoi, pour le coup. Et donc là, j'en viens, moi, à virer cette personne, à faire du Airbnb, enfin découvrir Airbnb. J'avais même pas voyagé, je connaissais de nom, mais je n'avais pas voyagé avec Airbnb, rien. Et donc là, je me mets à faire tourner cet appartement Airbnb, à me passionner en fait pour la location courte durée, parce que du coup, je me retrouve à faire 1500 euros de chiffre d'affaires où j'en faisais 340. Et du coup, je me dis, attends, tu le fais une fois. Prochaine personne... 10 fois. Oui, prochaine personne qui part... tu refais des travaux et tu le remets en Airbnb. Et en fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et arrivé à 3 fois, et en fait, je me dis, ok, je vais plus pouvoir tout faire. Voilà. Et donc là, on est en avril 2019. Donc là, on est en avril. Et en avril 2019, je redemande une rupture conventionnelle à la personne qui me l'a accepté une première fois, chez qui... Donc tu étais encore, depuis 2016, tu étais encore... Ouais. Dans ton ancien job. Très honnêtement, je faisais plus rien. Mais vraiment, c'est-à-dire je me servais juste... Ah non, mais c'était pire que ça. Je me servais juste de la voiture pour aller, moi, m'occuper de mes Airbnb avec une voiture de fonction. Okay. Donc je faisais plus rien, j'attendais en fait qu'on me vire. 2016, tu reviens là, et 2019, c'est ça ? Ouais, c'est ça, avril 2019 en 2019, fait. Ah bah là, voilà, rupture conventionnelle, ciao, bye. Voilà. Et donc là, je vis en fait de l'humour. Ok. Voilà, location courte durée. Super. Et puis et très vite ça gap, on arrive à 5 apparts en location courte durée. Et puis je me prends d'affection pour ce système en fait de fonctionnement. Okay. 1, parce que c'est très rentable. 2, parce qu'en fait j'y retrouve tout ce que j'ai emmagasiné en expérience avant. C'est-à-dire première expérience en vente, donc commerce pur, donc à discuter avec des gens, alors par téléphone, ça envoyer des mails. Ouais, j'ai l'impression en fait d'avoir un vrai job. Ouais, okay. Voilà. Et puis après, il y a aussi toute la partie entrepreneuriale du magazine où je me retrouve je ne vais pas divulguer toutes mes méthodes, mais où je me retrouve en fait dans un monde de B2B aussi pour générer du chiffre d'affaires dans mes LCD. Ouais.
Et en fait, je me dis, punaise, tout s'aligne en fait. C'est comme un cube, tout s'emboîte d'un coup. Et donc, tout ça pour arriver à ça. Donc justement, la question que j'allais te poser, c'est entre le moment où tu travailles dans cette grosse boîte et que tu m'as dit là que vraiment tu te gavais et que tu savais pas si la boîte avait pas coulé, j'y serais toujours. Tu y serais peut-être encore. Ouais. Et ce moment-là où tu te découvres de passion pour l'immobilier, la location courte durée, tout ça. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé ça ? Si tu as eu le choix. Ouais. 1000 fois. Je fais ce que je fais 1000 fois. Ok. 1000 fois, mais à l'époque, dans ma première boîte, je vénérais les gens pour qui je travaillais. C'est-à-dire que j'avais des managers qui étaient vraiment managers. J'aurais pu marcher sur l'eau pour eux, en fait, ou me jeter d'un immeuble. Tu vois, c'était vraiment... Et maintenant que tu vois ça comme ça, tu te dis, mais c'était fou, quoi. Je me dis c'était fou, mais en même temps, je me dis quel bonheur d'avoir autant appris, quel bonheur d'avoir autant sué aussi jeune pour aujourd'hui me rendre compte que ce qu'on fait et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est d'une facilité complètement démentielle. Et c'est aussi pour ça que je pète les plombs sur des podcasts quand les gens se prennent la tête pour rien, quand il n'y a rien en fait. Voilà. Donc 2019, libre financièrement grâce à l'immobilier, tu peux le dire. Ah oui, je peux le dire. Ouais. Grâce à Dilo. Et après, j'enchaîne très vite. C'est marrant parce que tu vois, entre toi et Tony qui lui essaie de trouver du sens à sa vie peut-être et de là, de fil en aiguille, il était déjà dans les investissements, dans les TP et tout ça, et de fil en aiguille, il a bâti son indépendance financière comme ça. Lui, qui se cherchait, on va dire, qui cherchait un peu sa voie pour être un petit peu plus épanoui, tout ça, et toi, qui justement le dis encore, je me régalais et si la boîte n'avait pas coulé, j'y serais toujours. C'est vraiment le grand écart quand même. Ouais. Après, il y a un truc où on se rejoint. On aime la thune. Mais toujours. Tout le monde. Deux, on a eu une éducation financière qui nous vient d'on ne sait pas trop au final, qui a fait que très très vite, on a compris qu'il fallait épargner à mort et ça nous a servi. Ça nous a pas servi dans l'immobilier au premier abord, parce qu'en fait, on s'est pas servi de cet argent pour acheter. Mais par contre, les banques se sont reposées l'esprit sur ce qu'on avait. Voilà, c'est ça. Donc on a pu emprunter en partie aussi grâce à ça. Donc là-dessus, on se rejoint énormément. Où on se rejoint aussi énormément, c'est que moi, sur la fin, entre 2015 et 2017, je m'apercevais en fait que je bossais pour des gens qui ne me méritaient pas. C'est c'est fou, tu vas te dire ça, surtout en France, tu vois. Non, mais en gros, je générais 1 300 000 euros à des mecs qui n'étaient pas capables de faire 50 000 euros de ces 1,3 million. Parce qu'en fait, et ils me le disaient. J'avais la chance d'avoir des patrons qui me disaient, nous sommes des brels. Donc t'étais le pigeon. Donc en fait, je me disais, moi, je me surine, je leur apprends. Enfin, c'est des merdes en fait. Je bosse pour des grosses merdes. Bien sûr. Et c'est comme quand t'es papa ou maman et que en fait ton gamin à 4 ans ne te respecte plus. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'étais en train de cracher sur la boîte qui m'alimentait. Donc je me suis dit, ok, faut se casser. Et tu vois, moi, alors pour rebondir là-dessus, les mêmes choses qui m'arrivaient, c'est que moi, en étant entrepreneur, j'avais l'impression de sauver le monde. Pour moi, c'était une fierté. Tu vois, le soir, je rentrais chez moi, j'avais 25, 26 ans, et je me disais, il y a 30 familles, 35 familles qui vont manger grâce à moi. Tu vois, grâce à mon travail. Ça, c'était dans ma vision, dans ma petite tête d'entrepreneur. Tu vois, je voyais les choses comme ça. Sauf qu'en France, avoir des salariés, c'est horrible. Il y a quand même dans un pays un peu socialo-marxiste, tu vois, où le patron, il est un peu à abattre des fois. Et j'avais des très très bons éléments, on peut dire la majorité, mais quelques mauvais éléments avec justement cette sale mentalité. Et quand le verre est dans le fruit, tu vois, ça contamine et ça peut plomber tout le monde. D'accord. Donc, pour tous ceux qui ont travaillé dans des usines, parce qu'à l'époque, tu vois, mon premier job dans une usine, c'était déjà la même chose. Cette mauvaise ambiance, ces rapports conflictuels, tout ça. Donc moi, j'avais ça de mon côté. Et de l'autre côté, je voyais mes clients, ils étaient tout seuls. Pas de salariés, pas de secrétaire. Un téléphone, un Range Rover, et ils faisaient le tour de leur chantier, et ils gagnaient super bien leur vie. Et à un moment, moi, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ces mecs, ils gagnent mieux leur vie que moi? Ils se font moins chier, alors que, objectivement, quand je les regardais, ils avaient rien de plus que moi. En fait, on n'utilisait pas le même effet de levier.
Et c'est là où il y a la magie de l'effet de levier. Eux, ils faisaient travailler leur capital, ils allaient à la banque, ils faisaient marcher leur tête. Et moi, j'y allais bête et méchant, tu vois. D'accord. Et un jour, je me suis dit, je me suis autorisé, tu vois. J'ai dit, je veux faire comme eux, en fait. Je veux vivre de cette façon-là. Et j'ai emprunté cette voie de l'indépendance comme ça. Super. Alors, une question que j'avais là, du coup, pour tous les deux. Donc, Tony, ton parcours à toi et là où tu en es maintenant. Et Yann, ton parcours à toi et là où tu en es maintenant. Comment vous êtes rencontrés, en quelques phrases, et qu'est-ce que vous faites maintenant tous les deux ensemble? La puissance d'Instagram. Ouais, la puissance d'Instagram. C'est toi qui raconte. Les réseaux sociaux. Ouais. En fait, tu veux vraiment la vraie histoire, je repasse. Je synthétise. Tony, Yann, vous êtes dans la galère, vous cherchez un peu machin fait. Alors non, on n'est pas du tout dans la galère. Non, vous n'êtes pas dans la galère, je m'exprime mal. En fait, on est super bien chacun de notre côté, mais par contre, on n'a plus nos collègues de boulot. On vit notre meilleure vie, mais on la vit un peu seul. Exactement. Okay. Et je me retrouve à 5h30 du mat. Non, vous n'êtes pas dans la galère, non. Non, mais c'est pas grave. À faire du repassage. Et j'écoute en fait un podcast d'un mec que je suis sur Instagram et il vient de sortir un podcast en fait. Ok. Voilà. Et dans ce podcast, il parle à un moment d'une usine. Bref, moi, je lui envoie un message, rapport à ce qu'il vient de dire, en chambrant sur l'usine. Voilà. Et donc, je le chambre en fait là-dessus. Il me répond, il me follow, on se suit, ça dure peut-être 4 mois. Et au bout de 4 mois, en fait, on percute sur le fait qu'on n'est pas très très loin. On n'est pas de la même région, mais on n'est pas très très loin. Mais bro, ça dure même pas 4 mois. 3 mois. Mon premier podcast, je crois que je le publie le 2 octobre et on s'est vu juste avant que je sorte mon bouquin, genre le 2 novembre. Bon, 1 mois, voilà. 1 mois et donc on se voit. Il vient avec Ben, son associé, et on mange ensemble, on discute et tout cool, tu vois. Et tout va à une vitesse monstre, c'est-à-dire que même pas 4 jours après, il m'envoie un message en disant « Je crois qu'il faut qu'on monte un événement ensemble ». D'accord. Nous, on fait un truc qu'on maîtrise, toi tu fais un truc que tu as l'air de maîtriser. Un événement. Un événement. Sur Instagram, on est chacun de notre côté, on a 300 followers pour moi, 500 pour lui, okay. Et on y va avec vulgairement la bite et le couteau. Quoi. On y va, mais sans même... Voilà, on lance un live. On savait même pas ce qu'il allait y avoir. Il y aura 6 interventions. On avait fait un coaching avec Axel qu'on aimait bien, qui est coach Insta. Il y aura Axel qui va faire coach Insta. Il était même pas encore au courant. Il y aura mon pote Max qui va faire une intervention sur la coloc. Lui, il l'apprend pendant le direct. Qui sera là à un mastermind qu'on est en train d'organiser. Ah ok, bon c'est quand la date, je serai là. Voilà. Tu vois, mais épique. Et donc là, on balance le 14 mars 2020. Voilà, on fait un séminaire. Et là, on vend place par place à la force du coude, quoi. Ouais. Parce que j'avais écouté en allant au CrossFit un podcast d'Oussama Hamar qui disait si tu as envie de faire un événement live, tu montes une boutique sur billets web et tu vends des billets. Et si ça marche pas, tu rembourses tout le monde. C'est ça. J'ai appelé Yann, j'ai dit on va monter un séminaire. On y va. Et en fait, on remplit, on pousse les murs. Comme ça, là. Ah, mais vraiment. Non, mais. Ça se fait Ça se fait en un mois. Et après, ça s'arrête plus. On a communiqué la date. En un mois, voilà. On se rencontre en octobre. En un mois, séminaire, bam. Non, donc on décide de le monter, mais par contre on l'amène au 14 mars 2020. Ouais. D'accord. Donc par contre on apprend à se connaître. Vous mûrissez le projet. Ouais, en même temps. Quoi. Ouais, et puis on fait tout avec nos petits bras. On trouve un lieu, mars on 2020, négocie. Séminaire. 14 mars 2020, on fait le séminaire. Ok. On sort du séminaire, donc on pousse les murs, on rajoute des places, on fait que rajouter des places. Donc en fait ça passe. Ok, vas-y, continue. Et événement franchement réussi. Complet. Expérience plus que complet. Malade. Émotion au max de ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire, moi je finis encore en pleurs. Enfin, c'était nimp. C'était incroyable. C'était incroyable. Comme expérience, c'était incroyable. Et Axel, tu vois, Axel, il était venu avec sa chérie, avec Céline. Céline qui d'ailleurs a un Instagram qui cartonne, où elle fait les ongles et tout. Ça marche super fort. Et eux deux d'ailleurs, ils ont vraiment décollé niveau business. Ils sont sur la lune. C'était son premier coaching. Elle était en larmes parce qu'elle était fière de lui. 1 an avant, il était à l'usine à ramasser des merdes. Tu vois, enfin, c'était ouf quoi. Pour tout le monde, c'était extraordinaire. Et en fait, on sort de cette bulle où on est depuis 9h du matin avec que des gens qui nous picoussent d'amour. Enfin, c'est fou. Et on sort.
On arrive au restaurant, puisqu'on avait booké un restaurant pour y aller avec pratiquement tout le monde. Et là, en fait, la première personne qu'on croise nous dit oui, par contre, il va falloir faire vite. Parce que, en fait, non. Alors, on lui dit non, on a pris ce restaurant parce qu'il ferme à 1h du mat. Et le gars nous dit non, mais là, vous n'avez pas compris. En fait, vous n'avez pas la télé, vous sortez d'où Là, il y a le président, en fait, ce soir, qui ferme tout. Ah ouais, d'accord. Et on lui dit mais quoi ? C'est-à-dire, demain, on est confiné. Lockdown. Ah ouais, alors là, donc là, c'est en la fait, journée du séminaire. Oui. Là, tu pars, t'es dans et une vous, fusée. vous êtes à fond là. Mais vous êtes à fond, vous arrivez devant mais je te crois. devant le resto. La descente, elle est. Et le restaurateur vous dit mais non, vous allez manger, mais gars, par contre, on arrive à 22h et il nous dit dans 2 heures, on ferme quoi. Okay. Tu vois. Et donc là, la redescente, elle est c'est Space Mountain. T'es hyper haut, t'es euphorique, à plus en pouvoir. Et à un moment, on croit même une blague, tu vois. Le lendemain matin, on s'appelle, et là, c'est la déprime. C'est-à-dire, c'est le shoot d'adrénaline qui descend, et tu dis, mais mince, c'est pas possible, comment on va pouvoir revivre et donc, justement, une telle expérience. C'est d'une dose d'amour comme ça, à le lendemain, rien, quoi. C'est ça. Tu comprends après, peut-être, tu vois, les comédiens qui se retrouvent... Nirvana, Kurt Cobain, moi je comprends. À l'hôtel Ibis, après avoir fait un concert, mais c'est un peu le même truc, quoi. Donc, à notre toute petite échelle. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Tu prends un pic d'amour et t'as plus rien d'un coup. Et là, en plus, on prend un confinement de 2 mois. On prend un confinement de 2 mois. Voilà. Donc là, on se voit même plus nous, à part on se fait des visios, machin. Et là, Tony... on a envie de voyage, on fait de la moto tous les deux, et là, on discute, il faisait hyper beau, je me revois en FaceTime, et il me dit, viens, moi j'ai un podcast, et en fait, plutôt que s'appeler comme ça, comme des cons, il y a d'autres personnes, en fait, qui sont toutes seules, qui sont toutes seules, en fait. Donc, on va animer des lives, on va faire un podcast ensemble, est-ce que ça te chauffe ? Donc, tous les jours, on faisait un live sur Instagram, pour parler d'IMO et tout. Mais vraiment, là, c'était la bonne franquette, c'est comme là. Hein. La nuit, on faisait des radios libres. On faisait des radios libres la nuit. Donc, type Skyrock, on prenait des gens. En fait, on avait un montage avec les téléphones, vendredi soir à 23h et jusqu'à 4h du matin, on avait une radio libre sur Instagram toute la nuit. Donc, il y avait des gens qui racontaient leurs conneries. C'était génial. C'était épique. C'était génial. Et Tony me dit, OK, on fait un podcast. Et comme ça, plutôt que... Je me souviens, on a eu Mathieu Vincent, fondateur de Summit Mining, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec sa nana dans le lit, il savait pas que c'était en direct avec... torse nu. Incroyable. Assis dans un lit. Et en fait, il savait pas que... Ah les gars, je suis en direct. Excusez-moi. C'était épique, c'était génial. Ouais. Au final, ça, c'était génial. Et Tony dit, OK, on fait un podcast. Et donc là, en fait... L'idée du podcast, donc du coup... Pendant le confinement. Des Gentlemen Investisseurs, c'est pendant le confinement. Pendant le confinement. Okay. Et du coup, on balance un podcast. Et du coup, de là... Et de là, au moment où on lance le podcast... Je t'ai dit, par contre, bro, si on le fait bien. C'est hebdomadaire. Ça veut dire que tu t'engages et on va le faire pendant 52 semaines et on le fait une fois par semaine. C'est ça. Tu m'as dit d'accord ? Ouais. Et voilà, on a enquillé un podcast. Et puis, au moment où on sort le podcast, par contre, on a quand même dans l'idée d'aller faire un gérer investir chez vous, ce qui nous ramène, tu vois, la boucle est en train de boucle est bouclée. Okay. On se dit en fait à ce moment-là, OK, donc, on va prendre des motos. Non mais attends, à l'époque, à ce moment-là, on se dit on va prendre des motos. Concept. On va avoir des motos. On va acheter chacun une moto. Et en fait, on va partir sur les routes de France pour visiter nos coachés. Visiter des coachés en fait. Donc en fait, faire exactement ce qu'on fait là. Nos auditeurs, pas nos coachés, nos auditeurs. Ouais, et les aider à investir. Donc c'est quand même du coaching. En gros, c'est ce qu'on fait là, mais par contre, on débarque en brel, voilà. Et par contre, sans fil conducteur, quoi. On vient chez vous, en fait. Voilà, on vient chez vous à votre rencontre et dire comment ça se passe par chez toi l'immobilier. D'accord. Voilà. Et puis le truc, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que ça, au moment où on le dit, on se fait défoncer de demandes, mais défoncer. Ah ouais. Des gens qui nous payent pour venir boire des bières. Enfin, c'est nimp. Donc on dit, OK, ça va pas du tout le faire. On va structurer un petit peu plus le projet, quoi. Oui, parce que aussi, en fait, on n'a pas envie. Au final, on a envie de voyager, on a envie de faire de la moto, on a envie d'être entre nous, mais par contre, on veut pas sillonner tout le temps la France. On a des vies de famille, on a des enfants, et on a aussi, on a la liberté. Du sens aussi, tu vois. Voilà.
Et donc on le remûrit et 1 mois et demi après, en fait, on sort le J'irai investir chez vous tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 2 jours de coaching à la culotte où on débarque chez vous, on intègre votre foyer avec tout ce que ça comporte, votre douche, vos toilettes, votre frigo. D'accord. Et on apprend votre frigo, pas trop. et on apprend à vous connaître comme vos amis vous connaissent, voire peut-être mieux en fait. Donc là, le 15 septembre 2021, vous en êtes à votre 11e. 11e. Ouais, 11e, J'irai investir et podcast, j'en sais rien. Podcast, J'irai investir, c'est 11e. 11e. Ouais, 70 podcasts, quelque le chose podcast, comme ça. vous avez commencé quand? Au mois de mars. En mars 2020. ouais. Et entre-temps, on a monté du coup d'autres événements, des masterminds, on a créé une marque de vêtements. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce qui me fait me lever, c'est plus, tu vois, c'est même pas des objectifs comme Tony, vraiment. C'est que les expériences, en fait. Ce qui me fait me lever aujourd'hui, c'est que les expériences. C'est ce qu'on vit là chez vous. C'est l'expérience d'aller faire un nouveau sweatshirt couleur menthe. Tu vois, des trucs. D'aller monter un nouveau séminaire. C'est de créer des choses, en fait. C'est de créer, mais pour l'expérience. Ouais. Tu vois, créer pour l'expérience qu'on va vivre à travers ça. Créer le séminaire, c'est une expérience et en fait, tu ne peux pas décrire ce que tu vis à ce moment-là. Et ça, en fait, je veux le revivre. Les masterminds, c'est pareil. Tu vois, le prochain qui arrive, c'est la Corse en moto. Mastermind Corse en moto. On est 11 à partir. Rencontrer, une partie, c'est des amis. Une partie, c'est carrément des auditeurs du podcast. Il y a 4 auditeurs du podcast qu'on a sélectionnés, qui viennent avec nous. Et on va passer une semaine ensemble. Et on va brainstormer sur leur projet. On va kiffer entre potes. Et on va... Et là, l'expérience c'est incroyable. On part en moto, on connaît des gens, mais il y en a qu'on connaît pas du tout. On les a sélectionnés. C'est tous les univers. On va prendre un bateau. La première fois qu'on va se retrouver, en fait, c'est sur un bateau, quoi. On va traverser une partie de la Méditerranée pour arriver sur une île. On va louer des motos. On va partir. Ouais. Voilà, et on va sillonner toute la Corse en moto. Donc ça, c'est des expériences qui sont incroyables. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, en fait, au-delà de... En priorité, c'est ma femme, ma fille. Tout de suite après, en fait, c'est plus l'argent, en fait. C'est ça. L'argent découle de tout ça. C'est vrai. Et c'est important. Mais par contre, avant ça, c'est la putain d'expérience que tu en retires. Ça, tu vois, c'est... Comment dire ? C'est comme si la vie, c'était Disneyland. Et on a passé trop de temps à rester dans les chiottes à l'entrée, tu vois. Et après, tu rentres dans le parc et tu fais tous les manèges. C'est ça. C'est super comme c'est métaphore. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'inspirant. Ça faisait un moment que, moi je la connaissais votre histoire, mais c'était pour les auditeurs qui m'ont écouté. Le coup des chiottes à Disneyland, je suis pas sûr. Ça c'était cadeau. Ouais, ça c'est cadeau. Non mais c'était cool, on vous connaît. Il est 1h33 du matin. On vous connaît, non mais c'est cool. Non, mais j'ai lâché 2-3 perles parce que je suis fatigué. Mais c'était vachement super inspirant et moi ce que j'en retiens c'est vraiment de croire en ses rêves, de foncer. Exactement. De passer à l'action. Et vraiment après de vraiment kiffer. Moi ce que j'en retire c'est qu'on sera les premiers sur cette chaîne et ça c'est écrit, c'est fait. Et je retire aussi de tout ça qu'il faudra qu'on se souvienne de ce moment-là et que tu n'oublies pas en fait quand tu seras à des milliers d'abonnés et que tu auras des gens hyper inspirants, même plus que nous. Non mais c'est très bien. Voilà, moi ce que je retire de cette expérience, parce que là qu'est-ce que vous... Là, on est sur une expérience. Ouais, oui, je sais. Et qui te fout dans qui te met mal à l'aise et tout. Qu'est-ce que vous... En un mot, une phrase, qu'est-ce que tu... En une phrase, ton expérience de la vie jusqu'à aujourd'hui. C'est carrément incroyable, mec. Yann. Mon expérience de la vie. En une phrase. Cash money. Ok. Super les gars, écoutez, j'étais ravi, j'étais vraiment ravi de faire ce premier. Pas plus que nous. Ravi aussi. Avec vous, pas plus que vous peut-être. Dites-nous où on peut vous retrouver, Tony. Mon Instagram, Une vie de liberté, ma chaîne YouTube, Une vie de liberté. Super. Et avec mon pote,
les Gentlemen Investisseurs. Okay. Moi sur Yalfaimo sur Instagram, après effectivement la chaîne des Gentlemen Investisseurs, le compte Instagram des Gentlemen Investisseurs. Super. Sur YouTube avec la chaîne des Gentlemen Investisseurs et c'est déjà pas mal, ouais. On est pas mal là. Donc les gars, allez les voir sur Insta, sur YouTube, sur toutes les plateformes que vous voulez. Allez follow, allez vous abonner. Pour ma part, on se retrouve dans 15 jours. Je dis salut à Tony, salut à Yann. Ciao ciao. Salut. Salut. Et à plus. Merci à toi. Salut.